Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Bonjour à notre invité Nicolas Jalot. Bonjour, vous êtes grand reporter, vous êtes réalisateur de nombreux documentaires sur l'Afghanistan. Vous êtes un grand spécialiste, peut-être l'un des meilleurs spécialistes de l'Afghanistan. Vous y allez depuis près de 25 ans. Et Histoire TV consacre à une programmation spéciale les 9 et 10 septembre à l'occasion de l'anniversaire, entre guillemets, du 11 septembre et également de la mort du commandant Massoud. C'était le 9 septembre 2001, il y a très exactement 20 ans, jour pour jour, assassinat qui était évidemment un lien très fort avec ce qui s'est passé le 11 septembre. Oui, Pardon ? Non, oui, j'allais vous dire, dès ce soir, il y a 3 documentaires qui se suivent sur donc Histoire Massoud, TV. l'héritage, 20h50, pardon, ce sera rediffusé samedi soir. C'est évidemment en replay. Et puis plusieurs Massoud, documentaires. On va en reparler on va en reparler dans quelques instants. Gilles, la question du jour. La question du jour, on s'est posé, c'est pas vraiment une question média, mais je sais que vous allez répondre à cette question. Est-ce que la France et l'Europe a-t-elle abandonné finalement l'Afghanistan? C'est une question qu'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez répondre en vous connectant sur notre compte Twitter. On vient juste d'afficher la question, donc on n'a pas les réponses. Mais vous, votre sentiment? La France a abandonné l'Afghanistan. Oui, alors déjà, le premier à avoir abandonné l'Afghanistan, c'est les États-Unis. Ouais. Ensuite, c'est l'Occident en général. Moi, ça m'attriste énormément. La France, bien sûr, a abandonné l'Afghanistan. Et surtout, la France a abandonné les Afghans qui étaient liés avec la France. Absolument. Il y a beaucoup de gens qui restent encore bloqués à Kaboul. Les évacuations se sont faites dans une sorte de... Ça a été une débâcle, excusez-moi l'expression, c'était vraiment le bordel. Et moi, il y a un souvenir que je garderai toute ma vie, jusqu'à la fin de mes jours, c'est que le 16... Le lendemain de la prise de Kaboul, le 15 août, au Quai d'Orsay, vous n'aviez personne. Tout le monde était en vacances. J'ai un échange de textos avec le directeur de la cellule de crise qui me dit « Je suis en vacances, comment osez-vous m'appeler sur mon 06 Veuillez vous adresser au service... » J'ai un texto par WhatsApp, je peux le faire voir. « Veuillez vous adresser au service compétent. » Donc là, les bras m'en sont un peu tombés. Et vous avez un type extraordinaire, j'aimerais lui rendre hommage aujourd'hui, c'est Martinon, l'ambassadeur de France à Kaboul, qui tout seul, avec le RAID, a fait ce qu'il a pu. C'était un peu l'opération Sauve qui peut. On l'a aidé, on a trouvé des bus. Les journalistes ont fait un gros travail aussi, il faut rendre hommage. Vous avez des gens qui ont organisé des bus. On a fait venir nos fixeurs, nos collègues, nos caméramans. Moi, ma caméraman que j'ai réussi à faire sortir in extremis. On s'est organisé. Et la France, le Quai d'Orsay était absent. Il faut attendre plusieurs jours pour que Monsieur Le Drian aille à Abu Dhabi et qui très fier de lui. C'est excellent, c'est un grand succès, on arrive à évacuer. Mais lui aussi était en vacances. Et j'ai envie de dire, c'est un peu une honte de dire ça. Alors mais très vite... Tout n'a pas été fait. Beaucoup de gens sont restés sur place. Mais bien sûr. Mais c'est parce que l'anticipation n'avait été faite que par l'ambassade de France à Kaboul. Mais ça n'avait pas été suivi au Quai d'Orsay. Et c'est ça la vraie histoire. Parce que il faut rendre hommage, encore une fois, aux gens de l'ambassade de France, qui il y a 2 mois disaient il faut évacuer les gens. Il y a eu un avion, je crois que c'est le 17 juin ou le 17 juillet, qui ramenait des gens qui étaient liés à la France. Et puis, on se disait quand même, ce type, David Martignon, c'est quand même un électron libre. Voilà, il fait un peu du zèle. Maintenant, malheureusement, l'histoire lui rendra hommage parce qu'il ne faisait pas de zèle. Moi, j'ai le texto d'une amie afghane qui vit en France et qui dit « Bougez la France, mon autre pays qui me déçoit tant, ces femmes qui risquent tout, des centaines d'appels au secours chaque jour et chaque nuit, ces hurlements de douleur au téléphone de maman à qui on enlève des petites filles, ce silence assourdissant de l'ONU, certains sont en vacances, donc on attend. » Et elle me dit « Je suis tellement déçue, j'avais envoyé une liste de gens qui ont travaillé avec la France et qui n'ont pas été, qu'on n'a pas aidé, qu'on a abandonné. » Donc la réponse, elle est très claire. Oui, on les a abandonnés. Alors, ils sont où, ces Français? Ils sont là majoritairement à Kaboul. Ils se terrent chez eux, bien sûr. Ils ont très peur. Il y a encore des opérations. On essaye encore. On est en train de voir d'essayer par le Pakistan. Mais c'est pareil. Les affaires étrangères ne suivent excusez-moi, mais ils sont à la rue. C'est-à-dire qu'ils sont pas du tout dans le coup.
Ils essayent là aujourd'hui d'organiser des choses en disant si vous allez à Islamabad, etc. Mais en fait, ça change pas grand-chose, malheureusement. Je ne sais pas quels seront les réacteurs de vos... extrêmement défaillante, contrairement au message plutôt de cocorico de la France. Oui, bien sûr. Ouais. C'est un échec total. C'est une débâcle. Ce qui s'est passé depuis le 15 août, j'ai presque envie de dire, c'est l'échec de l'Occident. Ouais. Et il faut faire très attention parce que, pour en revenir au documentaire qui sera diffusé ce soir sur Histoire TV, c'est exactement ce qu'on explique dans le documentaire, de ce qui s'est passé il y a 20 ans. On est revenu au point de départ. Et bien sûr, moi j'ai l'impression de revivre l'année 2001. Et nous sommes 20 ans après. J'ai envie de vous dire tout ça pour ça. Ouais. Et aujourd'hui, quand on voit les difficultés qu'ont les Afghans pour résister, on devrait les aider. Parce qu'ils se battent pour leur liberté, mais aussi pour la nôtre. Absolument. Et nous allons avoir, dans les prochains mois ou les prochaines années, des grosses surprises. Parce qu'avec cette débâcle, cette chute de l'Occident, de l'Europe, de la France, des États-Unis, ça envoie quel message aux islamistes qui sont en Syrie, en Irak et au Sahel? Il faut prévoir un attentat? Alors, bien sûr, j'espère qu'on saura l'éviter. Mais écoutez, tous les signaux s'allument. Ouais. Il faut être très honnête. Nous revenons en 2001, nous n'avions pas écouté le commandant Massoud père. Oui, aujourd'hui, nous n'écoutons pas le fils Massoud. Alors, on le reçoit à Paris, on fait semblant d'inaugurer une plaque, on fait des belles paroles et tout, mais les actes, ils sont où les actes? Et après, il faut savoir que nous sommes engagés en Irak. Le président Macron a même été en Irak. Pourquoi a-t-il été en Irak? Parce qu'en Afghanistan, c'est la débâcle, et il a été de transmettre un message là-bas, on vous abandonnera pas. Moi, je serais kurde ou irakien, je commencerai à douter. Oui, à douter effectivement des paroles, des belles paroles des Français. Gilles, on va passer au zapping, c'est un zapping spécial. Alors, je démarre par l'actualité d'aujourd'hui, c'est évidemment la journée nationale de l'enterrement, de l'hommage à la nation de Jean-Paul Belmondo. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Tout à l'heure à 16h30, ce sera donc l'hommage de la nation à Jean-Paul Belmondo par le président Emmanuel Macron aux Invalides tout à l'heure. Donc, et évidemment, chez Pascal Praud, on n'est pas d'accord. Ce serait trop facile, madame. Non, avec Jean-Louis Burgat et puis Yvan Rioufol, ils sont pas d'accord sur cet hommage. Vous êtes contre l'hommage de la nation à un des plus grands artistes français depuis 60 ans. Il y a un abus effectivement du héros. On n'a plus de héros, donc on en cherche un peu partout. Et je pense que les Invalides avaient été faits auparavant pour justifier. Donc c'est les Invalides qui vous choquent. Héros militaires. Alors je vois bien aujourd'hui qu'il y a une jurisprudence qui s'est ouverte aux grands écrivains, aux artistes. Donc je ne remets pas ça en cause, mais je trouve que c'est une facilité, en effet, et un manque d'imagination, surtout parce qu'on aurait peut-être pu imaginer un hommage plus populaire. Et où? Personne ne dit dans les rues de Paris, par exemple. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez, le bar de CNews. Donc tout à l'heure à 16h30, l'hommage de la nation qui est sur toutes les chaînes de télévision, TF1 et France 2 ont changé leur programme. Et puis on en parlait, les manifestants et les femmes sont désormais les cibles des tirs des talibans qui n'hésitent plus à tirer dans la foule. Eh bien, hier, BFM était en direct des manifestations. Vous allez voir que la journaliste a eu peur pour sa vie. De nombreuses femmes comme Nazaram, nous n'avons pas peur de vous, qui n'hésitent pas à défier les talibans. Vous pouvez partir. Aux abords du palais présidentiel, la tension commence à monter. Les talibans tirent de longues salves de coups de feu pour disperser les manifestants. Nous devons nous replier en urgence. On vient de se réfugier à l'intérieur d'un bâtiment. Les talibans sont arrivés alors que les manifestants arrivaient juste devant le palais présidentiel. Pour l'instant, on s'est mis en sécurité avec Ron Palantir. On ne sait pas ce qui se passe. Nazaram aussi s'est mise à l'abri. Elle cherche des nouvelles de sa sœur restée dans la manifestation. Nous découvrons également les impacts des tirs de talibans juste à côté. Ils visaient vraisemblablement des journalistes qui filmaient sur le toit. Et on voit qu'ils veulent faire taire les journalistes, les talibans. En même temps, ils les laissent filmer. Il y a beaucoup d'équipes de télé qui sont sur place. Je me suis posé la question de savoir comment c'était possible. Alors, est-ce qu'ils sont en danger quand ils non, ils ne sont pas en danger parce que les talibans ont besoin d'avoir une image pas à 100% négative. Et puis au début, ça a été un tel chaos que je connais par exemple le cas de Cyril Payen. Il m'a raconté qu'il arrive à l'aéroport avec les avions. Les Américains lui disent sortez surtout pas. Il n'a pas de visa. Il va s'installer à l'hôtel Serena. À l'hôtel Serena, il y a que des talibans.
Et ils s'en sont pas rendus compte qu'il est resté pendant 3 semaines sans visa, sans papier, sans rien, à faire son job. Il faisait les plateaux de la terrasse de l'hôtel, donc il le voyait automatiquement. Mais ils ont aussi besoin d'essayer d'avoir une image, parce que un des problèmes des talibans aujourd'hui, ça va d'essayer d'obtenir un peu de reconnaissance internationale. Oui, absolument. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin, mais ça va être compliqué. Ça c'est la première, c'est la face visible de l'iceberg. Voilà, c'est les talibans inclusifs. Tout à fait. Et hier, j'étais avec une réfugiée afghane qui vient d'arriver de Kaboul, qui me racontait qu'en fait, maintenant, avec les réseaux sociaux, les téléphones portables, ça a changé beaucoup de choses. Donc dans la journée, ils ne vont pas chercher les femmes, les gens, etc. Ils y vont de nuit. Ça rappelle quand même des sombres heures. Et des sombres heures même de notre histoire à nous. C'est-à-dire qu'on a l'impression, je ne voudrais pas faire de choqué, mais on a l'impression de revivre un peu certaines heures de la Seconde Guerre mondiale avec la Gestapo, la nuit, etc. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à Kaboul, par exemple. Et hier, je vous ai diffusé un son, Valérie, que j'ai repris évidemment, puisqu'on a Nicolas Jalot comme invité et qu'on est à la date anniversaire de l'assassinat du commandant Massoud. Hier, Dorothée Oliéric, la correspondante du journal de 20h et de France Télévisions, a présenté le gouvernement des talibans et ça fait froid dans le dos. On retrouve en direct de Kaboul notre envoyée spéciale Dorothée Oliéric. Dorothée, la liste des ministres a de quoi faire frémir le FBI notamment. Effectivement, je vais vous donner un exemple. Le ministre de l'Intérieur, c'est Serajuddin Haqqani, membre du réseau Haqqani, réputé proche d'Al-Qaïda, qui a organisé des attentats suicides, qui a pris en otage des Occidentaux. Et les Américains offrent toujours une récompense de 5 millions de dollars pour sa capture. Et puis, le Premier ministre, eh bien, c'est un proche du Mollah Omar, le fondateur des talibans. Le fils du Mollah Omar est ministre de la Défense. Et il n'y a pas de femmes, aucun ministère pour les femmes, pas non plus à des personnalités de l'Ancien Régime. Et il y a une nouveauté, c'est le ministère du Bien et du Mal. Ça rappelle les heures sombres en 1996, où le régime taliban avait instauré pour la première fois un ministère de la lutte contre le vice et de la promotion de la vertu. Merci Dorothée. J'étais sidérée par ce son, j'ai demandé à Gilles qui nous le repasse pour vous. Voilà, tout est dit. Oui, pour moi tout est dit. Que voulez-vous que je vous dise? Le Mollah Omar n'est plus de ce monde. C'est son fils qui prend la relève. Il est ministre de la Défense. Vous avez des gens qui sont recherchés pour terrorisme. Vous avez les vieux de la vieille. Avant, vous aviez le ministère du vice et de la vertu. Maintenant, vous avez ce ministère du bien et du mal. Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Aujourd'hui, on veut certaines voix nous disent les talibans ont changé. C'est la nouvelle génération des talibans parce qu'on les voit avec des téléphones portables. Mais en fait, sur le fond, sur les fondamentaux, ce sont les mêmes. Peut-être même sur certains aspects en pire. Mais pourquoi on fait rien? Question naïve, mais juste. Mais c'est une excellente question, cher monsieur. Mais parce qu'on aurait les moyens les talibans en 3 jours, non? Bien sûr, mais les Américains sont venus. Les Américains sont venus après le 11 septembre 2001 pour chasser Al-Qaïda et Ben Laden, et qui étaient associés avec les talibans. Donc les talibans ont perdu le pouvoir. Sauf qu'on n'a pas été jusqu'au bout de la logique. Donc ils ont été se retirer dans les zones pashtunes du sud et de l'est du Pakistan. Et il faut savoir que ils ont toujours existé. Mais en fait, cette occupation américaine, c'est un échec total. Parce qu'ils n'ont pas développé le pays. Ils ont encouragé la corruption. Ils ont mis des hommes à eux. Karzai, Rani, ce sont des gens, excusez-moi l'expression, mais ce sont des pourris. Ce sont des gens corrompus. Donc ils n'ont rien fait pour leur pays. Quel message vous envoyez aux citoyens lambda dans son village? Eh bien, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a une partie de l'Afghanistan, le sud et l'est, qui sont plutôt contents de voir les talibans revenir. Parce que ça aussi, c'est l'échec de l'Occident. Et particulièrement des États-Unis, bien sûr. On va marquer une pause et on se retrouve avec vous pour l'œil de l'expert qui vous est consacré aujourd'hui. On va parler de votre documentaire donc consacré à Massoud, au commandant Massoud qui était assassiné il y a 20 ans, jour pour jour. Massoud l'héritage, diffusé ce soir sur Histoire TV à 20h50. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Avec Nicolas Jalot, grand reporter, réalisateur, grand connaisseur de l'Afghanistan. Ça fait plus de 25 ans que vous allez régulièrement en Afghanistan. Vous avez consacré de nombreux documentaires à ce pays, au commandant Massoud. Donc je rappelle, il y a 20 ans, jour pour jour, le commandant Massoud était assassiné 2 jours après les attentats du 11 septembre. Donc dans ce film Massoud, l'héritage, vous revenez sur la trajectoire de cet homme, sur son histoire, sur l'histoire de l'Afghanistan, sur la relève, entre guillemets, qui est assurée par son fils, sur ce pays très particulier. Déjà, peut-être un point d'actualité sur la vallée du Panjshir. Est-ce qu'elle est tombée ou pas? C'était une poche de résistance. Qu'est-ce que c'est que cette zone de la vallée du Panjshir? Alors la vallée du Panjshir, c'est une zone dans les hautes montagnes contreforts de l'Hindoukouche. C'est une zone tadjik. C'est l'ethnie tadjik qui habite dans cette vallée. C'était la vallée natale du commandant Massoud. Et avant même l'invasion des soviétiques, c'était une vallée rebelle. Ça a toujours été une vallée un peu rebelle. Et la tradition veut que dans la vallée du Panjshir, on donne souvent des intellectuels, des gens qui viennent travailler à Kaboul, qui sont plutôt d'un niveau socioculturel assez élevé. Et cette vallée a toujours été la zone de résistance de ce pays. Avant même les soviétiques, mais on ne va pas refaire toute l'histoire de l'Afghanistan, mais même à l'époque contre les Britanniques. Et pendant l'invasion soviétique, en fait, on a découvert un homme, c'est ce qu'on raconte dans le documentaire. On fait le parcours d'un homme qui est raconté par son fils, qui s'appelle Ahmad Shah Massoud. Alors, il s'appelait Ahmad Shah à l'époque, et il prend un nom de résistance qui s'appelle Massoud. Massoud, c'est le chanceux en dari. Et donc, il devient Massoud. Et petit à petit, grâce à des documentaires, grâce au French Doctor, il devient le célèbre héros de la résistance afghane. Alors, comme je dis dans le documentaire, c'est pas parce que il a été reconnu comme héros, pas non plus parce que c'était le meilleur, mais aussi parce que les soviétiques en ont fait un héros. Parce que les soviétiques ne sont jamais rentrés dans la vallée du Panjshir. Ils ont essayé de rentrer dans la vallée du Panjshir, et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Les talibans sont rentrés dans la vallée du Panjshir, mais vous avez des petits, ce que moi j'appelle en géographie des doigts, perpendiculairement à la vallée, vous avez des petites gorges de vallée, vous avez des petits villages, des grottes qui sont en altitude, et là, les talibans, comme par hasard, n'y sont pas rentrés. Et c'est là que sont réfugiés la plupart, la majorité des 10 000 hommes dont on parlait il y a quelques semaines de la résistance afghane. Ils sont partis dans les montagnes parce qu'ils se sont fait lourdement bombarder dimanche dernier par les talibans, qui étaient très certainement, et c'est quasiment prouvé, aidés et soutenus par les Pakistanais. Et donc, ils sont partis dans cette montagne. La géographie est très propice à la guérilla. Avec des hélicoptères et des avions américains et des drones américains. Et des drones américains, c'est ça qui change la donne. Les drones ont volé. C'est ça qui est extraordinaire. C'est là où on voit la débâcle de l'Occident. C'est-à-dire, alors, ça surprend, et à la fois, c'est absolument pas surprenant, parce que les Pakistanais, les généraux pakistanais sont formés par qui? Par les Américains. Bah oui. Donc, voilà. Comme Ben Laden, vous le dites dans votre documentaire, qui a été financé par les Américains. Au début, armé par bien sûr. À la fin des années 80, les Américains armaient les mauvais. Alors, est-ce que c'était une méconnaissance ou est-ce qu'ils pensaient, c'était à l'époque de la guerre froide, est-ce qu'ils pensaient qu'en aidant des groupes comme celui de Ben Laden, ils seraient beaucoup plus forts contre les soviétiques? Je ne connais pas l'explication, il faudrait demander à un expert de la CIA, mais il y a eu cette erreur qui s'est retournée contre eux. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est tombée, cette vallée du Panjshir? Alors, officiellement, oui, bien sûr, il faut le reconnaître. N'en déplaise aux gens qui soutiennent Massoud, dont moi, parce qu'on est très triste. Mais la vallée principale est tombée aujourd'hui. Sauf que moi, je pense qu'en 1983, les Soviétiques étaient rentrés dans cette vallée. L'histoire se répète un peu. Et la guérilla les avait fait partir en quelques semaines ou quelques mois. Je pense qu'il va y avoir un facteur qui va jouer beaucoup, qui est l'hiver. Parce que dans cette vallée, à partir de fin octobre, début novembre, vous n'avez plus d'accès, dont aux gorges dont je vous parlais. Donc, il faut voir au niveau logistique comment ils vont vivre, ces gens. Mais je pense qu'au printemps, on peut avoir, et je l'espère, une bonne surprise et voir un peu une résistance se mettre vraiment en place et combattre les talibans. Alors votre documentaire, donc encore une fois, qui est vraiment à regarder pour comprendre, un petit peu à la fois la géographie, c'est la géopolitique. Il y a son fils qui s'exprime, Ahmad Massoud, qui
Enfin, après, j'ai vu dans les différentes réactions qui semblent un peu, je ne vais pas dire naïf, mais je vois, il a lancé un appel en disant il faudrait qu'il appelle les Afghans à se soulever pour la dignité, la liberté et la prospérité du pays. On n'en est plus là aujourd'hui. Oui, alors Ahmad, qui est quelqu'un de, je pense, assez extraordinaire. Il a un côté, excusez-moi l'expression, mais c'est quelqu'un que j'adore. Hein, je considère comme un ami, mais il a un côté un peu bisounours. Donc, en fait, il espère. Mais aujourd'hui, je pense que il incarne déjà une image. C'est le fils Massoud. C'est l'image du père, c'est un état d'esprit, c'est une volonté de liberté. Bien sûr qu'il n'a pas les mêmes épaules, mais il n'a pas du tout le même parcours que son père. Lui n'a pas été sur les champs de bataille. Il a été formé à Londres, il a eu son diplôme. Il a une vision un peu plus, peut-être un peu plus occidentale de la situation aussi. Quelque part, c'est un vrai Anglais. Donc, en fait, on peut se poser des questions. Mais moi, je tourne le problème autrement. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr qu'il faut le soutenir à 200% ou à 2000%, parce qu'on n'a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est le seul qui a résisté. Tous les autres chefs de guerre se sont rendus ou ont fui. C'est le seul et unique. C'est la question que je viens de poser. Mais juste, il y a deux choses. Ce qu'on voit bien dans votre film, c'est la complexité de l'Afghanistan avec ses différentes tribus, ses différentes ethnies. Et effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une chance qu'il y ait une résistance, une rébellion? Et je posais la question de l'étoffe. Vous disiez, il a l'image, il a une forme de légitimité, mais combien de divisions derrière lui? Alors aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de divisions, contrairement à ce qu'on dit parfois en Occident, parce que aujourd'hui, ils ont vécu un tel drame là ces dernières semaines que je pense que l'heure n'est pas aux divisions. Au début, les spécialistes disaient que Saleh, qui est l'ancien chef des services de renseignement de Massoud, ne s'entendait pas du tout avec Ahmad. Aujourd'hui, ils sont vraiment très liés et il n'y a pas de. Je pense que la situation, elle n'est pas à l'heure de la division. C'est tellement dramatique que vous n'avez pas ce problème-là. Il faut savoir, par exemple, que les Hazaras, qui ont été exterminés entre 1996 et 2001 par les talibans, aujourd'hui, les Hazaras veulent venir avec les Tadjiks et veulent rejoindre la résistance. Vous avez les Ouzbeks qui se confuient en Ouzbékistan, dont Dostom qui est caché à Tachkent, qui veulent aussi soutenir Massoud. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'on soit ce qu'on a appelé à une époque l'Alliance du Nord. Elle est en train de se reconstituer naturellement parce que vous n'avez pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui. Et qui aujourd'hui va aider? Je parle des puissances étrangères. Qui va soutenir? Vous avez poussé votre coup de gueule contre la France. On voit que les États-Unis sont partis. On voit que la Chine a un rôle un peu particulier. Donc, qui va aujourd'hui aider la rébellion afghane et aider les Afghans? Alors, la France va les aider moralement, intellectuellement, avec des mots, je pense. Ouais, ça suffit. C'est déjà un soutien. Moi, je pense qu'il ne faut pas les abandonner, il faut en parler. Donc, je pense qu'on a un petit rôle à jouer là-dessus, mais nos moyens seront très limités. Le paradoxe de toute cette histoire, c'est aujourd'hui qui peut aider Massoud? Il n'y a que deux pays qui peuvent aider. Le Tadjikistan, qui aide déjà, qui a permis son exfiltration. Il est là-bas en ce moment. Il est au Tadjikistan. Depuis dimanche dernier, à cause des bombardements. Il a organisé la résistance à partir de là-bas. Il faut un fief, il faut une liaison satellite. Les talibans ont coupé les téléphones. Enfin, voilà. Donc, il n'avait guère le choix. Ce n'est pas une fuite, attention. Hein, c'est juste il s'est replié sur la base arrière. Et puis, l'autre pays qui risque d'aider, et ça, c'est le paradoxe de l'histoire, qui joue un jeu très complexe, c'est la Russie. La Russie, oui. La Russie. On voit dans l'histoire que vous racontez de Massoud le rôle de l'Union soviétique à l'époque. Tout à fait. Et là, aujourd'hui, on réassiste. Alors, pourquoi? Parce que je fais juste une parenthèse géopolitique, parce que Vladimir Poutine a très peur pour les républiques d'Asie centrale. Parce que c'est sa chasse gardée, les républiques d'Asie centrale. Ils ont un échange économique, culturel, historique, tout ce que vous voulez. Et là, le terrorisme est aux portes de l'Asie centrale. Et donc, il a très peur. Et il a déjà renforcé ses troupes au Tadjikistan. Les frontières du Tadjikistan sont gardées par des soldats russes.
et non tadjik, et il a déjà averti les talibans, vous n'approchez pas de la frontière. Et moi, je connais un fameux pont près de Korog, et on m'a dit que les talibans ne sont pas en face, ils sont à 1,5 km ou 2 km, ils ne laissent pas les gens passer, mais ils osent même pas trop approcher parce qu'ils ont vu que derrière, les Russes étaient là. Moi, je voulais poser une question naïve. Les femmes vont être totalement impuissantes, même si on les voit manifester, on les voit dans les reportages. Globalement, est-ce qu'un mouvement de femmes peut exister ou pas vraiment ? Moi, j'avais beaucoup d'espoir envers une femme dont je m'excuse, mais dont j'ai oublié le nom, qui était Hazara, qui a résisté dans sa vallée au début. Malheureusement, elle a été capturée par les talibans. Les femmes, au risque du paradoxe, les femmes, c'est l'avenir de ce pays. Ouais. Je pense que c'est elles qui amèneront un jour la paix. Massoud père l'avait compris. Ouais. On le dit dans le documentaire qui passe ce soir. Massoud père avait compris qu'il fallait s'appuyer sur les femmes. Ces filles ont fait des études. L'école était obligatoire pour les filles. On voit bien qu'aujourd'hui que les talibans, c'est vraiment pas le cas. Donc en fait, j'ai envie d'y croire. Oui, j'ai envie d'y croire. Et ces femmes qui résistent et ces femmes qui manifestent, moi je trouve que c'est vraiment, faut leur rendre un double hommage parce que c'est encore 2 fois plus difficile. Un courage bien sûr, insensé. Tout à fait. On voit les talibans en savate. On les a souvent caricaturés comme ça, en savate et en haillons. C'est plus que ça quand même. Alors maintenant ils sont en uniforme américain. Ouais. Oui, ils ont récupéré les uniformes américains. Et les Américains ont vraiment démilitarisé le matériel qu'ils ont laissé sur place. Oui, mais la preuve, dimanche dernier, des drones ont volé, donc ils ont probablement pas tout. Mais je pense que dans cette débâcle, il y a eu des bases, ça l'histoire le dira peut-être un jour, mais il y a eu des bases qui ont vraiment été abandonnées à la façon Vietnam, Saigon. C'est-à-dire, c'était sauf qui peut. On monte dans les derniers hélicos, les derniers avions et on part. Donc oui, ils ont démilitarisé probablement beaucoup, mais ils ont laissé énormément d'armement. Vous y retournerez, vous ? Vous pouvez y retourner ou vous êtes sur une liste noire ? Je suis certainement, j'étais déjà sur une liste noire, mais j'avais le projet d'y retourner normalement en septembre-octobre. Et mes amis afghans disaient, t'as le temps, t'inquiète pas, voilà. Et ils me disaient ça fin juillet. Donc je ne sais pas, oui, j'ai un autre projet documentaire, j'espère y retourner. J'aurais beaucoup aimé, c'était mon souhait jusqu'à dimanche dernier, retourner dans la vallée du Panjshir, filmer ces résistants. Et la résistance, bon, je pense qu'aujourd'hui ce n'est plus d'actualité. Et vous n'avez pas peur ? Vous n'avez jamais peur ? Vous ne tenez pas à votre vie. Si j'avais peur, je pense que j'aurais pas fait ce métier. Oui, vous auriez fait un autre métier. C'est pas du tout de la prétention, mais je pense que vous avez peur après, chez vous. Vous avez peur chez vous quand vous revenez, quand vous apprenez après. Si je peux me permettre, je veux juste vous raconter une anecdote. J'étais en tournage avec un caméraman en 2018. Et puis un jour, on devait avoir rendez-vous dans la banlieue de Kaboul. Je téléphone à la personne et j'ai une fixeuse afghane qui est assez extraordinaire, qui ne porte pas le voile, qui est une jeune étudiante, etc. Et je lui dis, je le sens pas. Il me dit au coin de la rue, des amis vont venir me chercher. Je lui dis, je le sens pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle me dit, on n'y va pas. Elle me dit, on n'y va pas. C'est un type pourri, on n'y va pas. Bon, j'ai hésité parce que et je ne suis pas allé. Quelques semaines après, l'ambassadeur de France, en visite à Paris, demande à me voir. J'étais un peu surpris parce que c'est pas un monde que je fréquente particulièrement, la diplomatie. Et puis je me dis bon, je vais peut-être glaner quelques informations, donc j'accepte, on déjeune ensemble. Et il me demande de me raconter cette journée-là. Et je lui demande au bout d'un moment, je lui dis mais comment vous êtes au courant, le nom de cette personne et tout ça. Il me dit on a eu l'information, il y avait une tentative d'enlèvement pour vous. Incroyable. Et donc ce jour-là, j'ai eu peur à Paris, mais ce jour-là à Kaboul, bien entendu que je n'ai pas eu peur. C'est à Paris après, quand vous rentrez chez vous, vous vous dites que finalement, oui, bien sûr, c'est un pays dangereux, mais vous savez, il y a plein de journalistes qui y vont, il y a plein de reporters, je suis pas le seul, et il y en a qui continuent d'y aller aujourd'hui. Il y a Claire Billet qui part dans quelques semaines, qui va tourner chez les talibans, et je pense que c'est un terrain encore de reportage. Nicolas Jalot, merci beaucoup d'avoir été là ce matin, c'est passionnant. Sur Histoire TV, on peut voir votre documentaire à 20h50, Massoud l'héritage. Il y a à suivre Massoud, le lion du Panjshir, écrit par Patrick et réalisé par Patrick Deschamps, et puis Massoud l'Afghan, pardon, le film de Christophe de Ponfilly. Voilà. Merci à vous. Dans un instant, c'est Jean-Marie Bordry qui sera là pour les débats.